1968, en juin 1968, ayant fini mon baccalauréat, je suis retourné à Pont d'Inlet pour un deuxième été. À ce moment-là, j'avais un projet précis de recherche. J'avais parlé avec des anthropologues biologiques, Jacques Gomila, et c'est lui qui avait suggéré que ça pourrait être intéressant de faire une thèse sur l'adoption des enfants chez les Inuits. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Ce qu'il s'agissait à ce moment-là de faire, c'était de parler d'autres personnes, à aller plus loin que ce que j'avais pu recueillir le premier été. Et je suis demeuré à Pont d'Inlet même, où la majorité de la population était. Et puis j'ai parlé à différentes personnes. Justement, à cette occasion-là, parce que je pouvais le faire, j'ai engagé un jeune Inuk qui revenait d'Ottawa pour travailler comme traducteur. Et ça avait l'avantage que justement les personnes qui ne me connaissaient pas trouvaient que, évidemment, mon Inuktitut était plutôt faible et aussi qu'il s'adaptait moins à mes limitations. Donc, ils utilisaient des formes grammaticales qui pouvaient me perdre. Alors, ça a été utile de l'avoir comme traducteur et ça m'a permis de faire mon travail, mais en même temps, ça a été vraiment l'occasion où je me suis dit jamais, plus jamais, je n'utiliserai un traducteur parce qu'il y a trop de pertes. D'une part, c'est tout à fait normal, lui, il faisait ça parce qu'il voulait avoir un peu d'argent, et ainsi de suite. Ça ne l'intéressait pas, il n'y a pas de raison pour laquelle ça devait l'intéresser, mais ça limitait les données, ça rendait les suivis beaucoup plus difficiles, mais toujours est-il que j'ai pu faire mon travail. Et puis, ça a avancé plus rapidement que j'avais planifié de le faire. Finalement, je suis revenu quelques semaines avant ce que j'avais planifié, et pour la raison la plus simple du monde, justement, c'est que j'avais une petite amie, puis je trouvais que, franchement, j'avais d'autres priorités. Alors, je suis revenu à Montréal. Et puis, c'est là que j'ai fait ma maîtrise en un an. C'était facile de le faire, j'avais déjà fait mon terrain. Au premier semestre, j'ai commencé un peu à organiser mes données, mais très rapidement, il y a eu une diversion majeure. C'est que l'année précédente, il y avait eu les événements de mai 68 à Paris. Et comme ça prend du temps pour les vagues à passer d'un côté de l'Atlantique à l'autre, mais nous, on a eu ça en 69. Et assez rapidement, l'université a été occupée. Ça a duré, je ne me souviens pas exactement des mois, j'ai encore toute la documentation quelque part dans mes archives. Peut-être que j'en ferai quelque chose un jour. J'ai beaucoup oublié, mais toujours est-il que on a passé du temps à occuper l'université, à écrire toutes sortes de documents. Ça a été la première fois que j'ai eu l'occasion de parler en public. Je me souviens une fois dans un amphithéâtre avec 400-500 personnes. Ah, OK, bon, ça, c'est pas un problème. Je me suis dit, quand ça viendra l'enseignement, ça ne sera pas un problème. Mais c'était assez intéressant. Il y avait tout l'aspect millénaire de ça. C'est presque comme un mouvement religieux dans un certain sens. Mais le but était, il y avait un but sérieux qui était d'avoir une université plus démocratique, d'avoir des programmes qui avaient un certain sens, d'organiser les choses différemment. Et d'ailleurs, une des choses qui s'est développée, ça a été d'avoir des comités paritaires dans les départements, c'est-à-dire une situation où les décisions étaient prises par les professeurs et un nombre égal d'étudiants. J'étais justement un des représentants. Et le dernier département à démanteler ça, ça a été le département d'anthropologie.
Donc, ça a duré un bout de temps, puis quand ils ont vu que les autres ne le faisaient plus, il y a eu une personne en particulier qui était absolument un archéologue lui-même, mais qui avait un sens machiavélique magnifique. Je dois dire qu'on était des opposants, mais on se comprenait, mais lui, il était meilleur que moi. Il n'y a pas de doute. Alors, tout ça, ça a disparu. Puis après, ça a été aussi à cette occasion-là que ma petite amie a cessé d'être ma petite amie, mais ça a changé mes plans, parce que justement, comme elle était une année après moi, on avait pensé aller ensemble quelque part pour les études supérieures. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire pendant un an? J'avais vu une offre d'emploi de CROP. Alors, ils cherchaient un sociologue. Alors, moi, je me suis présenté, puis je leur ai dit, non, ce qu'il vous faut, c'est un anthropologue. Et finalement, ils m'ont offert un poste. Alors, je me disais, bon, c'est ça que je vais faire l'année prochaine. Mais évidemment, quand cette relation-là a cessé, je me suis dit, bon, j'ai aucune raison de rester ici. Je vais continuer à faire des études. Je vais aller faire des études supérieures. Alors, j'ai commencé à poser des candidatures dans les universités américaines. C'était ce qui était évident pour moi, étant donné que c'est ce dont j'entendais parler. Alors, j'ai posé ma candidature à l'Université de Michigan, quelque part en Californie, j'oublie les détails. Puis à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que j'écrive ma thèse. Alors, je me suis assis, puis je l'ai écrit dans une période de 6 semaines. Alors ça, c'était à la journée, je travaillais. Et je dois souligner une chose que j'aurais pu mentionner auparavant, si je l'avais mentionné de façon chronologique, c'est que mon père avait une production énorme. Quand il est mort, il y avait 535 titres dans ses bibliographies, il écrivait beaucoup. Et il comptait sur ma mère pour éditer ses textes, pour avoir une réaction, modifier le texte. Et dès l'âge de 15 ans, j'ai systématiquement lu tout ce qu'il écrivait, j'ai fait des commentaires et ça m'a aidé à apprendre à écrire. C'est évident que dans le système français où j'étais, j'avais également un apprentissage qui était très bon, plus aléatoire, en ce sens qu'on nous disait, bon, écrivez un texte de 3 pages sur la phénoménologie. Mais là, ça c'était utile parce que c'est bon d'être capable de dire, il faut faire un texte de telle longueur, et ainsi de suite, structuré et tout. Donc, tout ça, ça m'a aidé à écrire et j'ai écrit le texte très rapidement. Et ce texte-là, avec assez peu de modifications, a été publié l'année suivante comme cahier dans les groupes de recherche, centre de recherche nordique à l'Université Laval. Et d'ailleurs, il y a un aspect plutôt amusant, c'est que justement, quand j'ai eu publié ce livre-là, au même moment, il y avait 4 autres étudiants au Canada qui faisaient leur thèse sur l'adoption chez les Inuits. Et ça, justement, j'ai trouvé ça très intéressant quand je l'ai appris, parce que ça montrait justement que dans la mesure où on était intéressé à l'organisation sociale, dans l'article, bon, ça avait été étudié, tous les gens revenaient sur les mêmes sujets. Déjà à cette époque-là, les anthropologues commençaient déjà à faire des blagues sur la famille inuit typique, tant d'enfants, etc. Il y a un anthropologue. Bon. Donc ça a été la fin des choses de ce côté-là en ce qui concernait l'article. Ça a été une étape importante de ma vie, en ce sens que personnellement, j'avais toujours pensé que je voulais aller dans le Nord. En ayant entendu parler du Nord par mon père, j'étais particulièrement intéressé à l'Arctique. Et puis, il y a un aspect amusant, c'est que je suis allé plus au nord que lui. Il n'est jamais allé aussi au nord que Pont-de-Net, qui était le deuxième village le plus au nord au monde, après Thule, au Groenland. Alors, pour revenir à mes études supérieures, j'avais postulé dans des universités américaines, j'avais fait l'examen essentiel pour ça, le GRE. Et là, un jour, c'est justement de nouveau
mon génie qui réapparaît, c'était Belixi, qui n'avait pas été mon directeur de thèse. Je m'étais arrangé avec un autre professeur pour qu'il devienne mon directeur de thèse, mais qu'il n'allait pas diriger ma thèse. Je ne voulais pas que les gens m'emmerdent, parce que ça allait prendre du temps. Et il n'a pas lu la thèse avant qu'elle soit soumise. Mais j'ai été resté en contact avec Belixi, puis il me dit Rousseau, vous n'aimerez pas les États-Unis. Vous n'aimerez pas les universités américaines, parce que c'est un système lourd. Il y a des cours obligatoires, des séminaires bien sûr. Il faut que vous preniez ces séminaires, que vous fassiez des travaux. Il va y avoir un examen compréhensif sur toutes sortes de sujets. Il faut faire un projet de thèse, et ainsi de suite. Il dit, l'endroit pour vous, c'est Cambridge, où ils ne vont rien vous demander. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ça semble très intéressant. Et justement, j'ai postulé à Cambridge, et c'est là que je suis allé finalement. Et ça a été exactement tout ce que je voulais. Il a fallu que les gens m'expliquent quel était le système là. Il fallait que je comprenne le système des collèges, parce qu'il fallait faire application à la fois à un département et à un collège. Mais les aspects pratiques de la chose, j'ai choisi d'aller à Cambridge selon les recommandations de Belixi. Et immédiatement, je me suis trouvé dans un système qui était absolument idéal. Il faut d'abord montrer le cadre. À l'époque, il y avait 20 000 étudiants à l'Université de Montréal. À Cambridge, il y en avait 8 000 en tout, dont 1 000 étaient des étudiants au niveau supérieur. Mais l'université était orientée presque entièrement vers le premier cycle. Ils avaient une structure, un système pour le premier cycle, mais pour le doctorat, c'était essentiellement un système beaucoup plus personnel où la relation entre le directeur de thèse et l'étudiant établissait ce qui allait se passer. C'est évident que dans les disciplines comme la biologie, il y avait une structure au sens que les étudiants travaillaient dans les laboratoires, et ainsi de suite, mais en anthropologie, ça dépendait du directeur de thèse. Ma première étape, ça a été de m'en choisir un. Ils en avaient choisi un pour moi, parce que quand j'avais fait ma demande, j'avais souligné mon intérêt pour l'Asie du Sud-Est continentale. J'avais mentionné mon regret que je ne pouvais pas aller en Birmanie. À cette époque-là, c'était absolument impossible d'y aller. Je me dis, bon, peut-être que j'irai en Thaïlande. Alors, sur cette base-là, ils m'ont donné comme directeur de thèse j'avais le nom, c'est quelqu'un du Sri Lanka qui travaillait sur la Thaïlande, mais je ne suis même pas allé le rencontrer. Je dis d'abord, je veux voir vraiment ce que je veux faire. Je suis allé aux bibliothèques. La bibliothèque du département Stanley Tambaya, excusez-moi. La bibliothèque du département d'anthropologie, c'était immense. Puis après, il y avait la bibliothèque de Cambridge elle-même. Et la bibliothèque de Cambridge, comme celle d'Oxford et la bibliothèque du British Museum, reçoit gratuitement tous les livres qui sont publiés par des maisons d'édition qui ont un bureau en Grande-Bretagne. Donc, ils ont des collections absolument fantastiques. Et très rapidement, j'ai découvert un rapport que Leach avait écrit sur Bornéo. En 1946, il a été envoyé par le Colonial Office pour faire un survey de l'État de Sarawak pour voir quel genre de recherche pourrait être faite en sciences humaines, en anthropologie en particulier. Et j'avais déjà lu à ce moment-là, j'étais là depuis 2 semaines, j'avais lu plusieurs travaux
sur Sarawak, y compris les travaux de Derek Freeman sur les IBAN. Lui, Derek Freeman, je le connaissais déjà selon des articles que j'avais eus quand j'étais à l'Université de Montréal, mais il y avait un projet que Leach mentionnait, disant ça c'est le projet le plus intéressant, mais le Colonial Office ne devrait pas y mettre de l'argent parce que c'est vraiment purement d'intérêt scientifique, il n'y a pas d'aspect pratique à ça, mais c'est celui qui est le plus intéressant. À ce moment-là, j'ai lu ça, je me dis oui, ça c'est intéressant. Alors j'ai pris rendez-vous avec Edmund Leach, qui était à ce moment-là le provost de King's College, qui est un des grands collèges. Et puis je lui ai demandé de devenir mon directeur de thèse et justement, j'allais travailler sur ce projet-là qu'il avait établi en 1946. Puis là, j'ai commencé à lire, tout simplement. Mais justement, à cause des péripéties de mon année de maîtrise, tout le temps qu'on avait passé à occuper l'université, il y avait eu cette immense explosion de sociabilité. Je voulais justement être seul. Et à Cambridge, j'ai très peu socialisé. J'ai rencontré quelques personnes. Il y a quelqu'un avec qui je suis devenu ami. On jouait aux échecs ensemble. Mais c'était pas mal tout. Autrement, je lisais, je marchais. Et en quelques semaines, j'ai établi ce que je voulais faire. Leach voulait que je me concentre sur un groupe en particulier, parce qu'il s'intéressait particulièrement aux questions d'identité ethnique. Et justement, ce projet-là est un projet disant, le centre de Bornéo est immensément riche, il y a une variété de groupes ethniques qui semblent avoir des origines distinctes, il y a de la littérature, surtout en hollandais, sur eux, ça vaudrait la peine de faire une étude comparative d'ensemble pour comprendre comment est-ce que l'identité ethnique se définit. Et ça me semblait très intéressant. J'étais intrinsèquement intéressé à l'idée de comprendre l'identité ethnique. Alors lui, il voulait que je travaille sur un groupe qui s'appelle les Kajang, qui est un groupe très nébuleux, très hétéroclite, qui parle une série de langues différentes, etc. Mais dans mes lectures, je suis arrivé à la conclusion opposée, c'est-à-dire que j'avais déjà, à ce moment-là, le projet de faire une étude comparative du centre de Bornéo basée sur un terrain et sur la littérature. Mais qu'avant de faire ça, il fallait connaître quelque chose. Et je suis allé à l'autre extrême, que Leach d'ailleurs trouvait un peu désappointant à son point de vue, c'était d'étudier les Kayan, qui était le groupe le plus unitaire, le plus compréhensible, mais aussi, de mon point de vue, ce qui était le plus important, le groupe qui avait été dominant dans plusieurs régions politiquement, mais aussi dominant culturellement. C'est-à-dire que les autres groupes ont imité ce que les Kayan ont fait. Ça, je ne le savais pas entièrement à l'époque, mais je m'en doutais. Mais plus tard, dans mes recherches, je me suis rendu compte que les Kayan ont été les premiers à introduire l'agriculture au centre de Bornéo. Puis après, les nomades se sont sédentarisés, puis sont devenus Kayan. Dans certains cas, ils sont devenus Kenya, ils sont devenus Kajang, etc. Mais ils le disent eux-mêmes, c'est des Kayan que nous avons appris l'agriculture. Alors j'ai décidé de commencer par le centre, en un certain sens, puis après, plus tard, quand j'aurai un poste, là je pourrais commencer un projet d'envergure. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Justement pour comparer avec ce que j'aurais eu si j'avais été aux États-Unis, la seule chose qui correspond à un projet de recherche, c'est une journée, j'étais avec Leach, on parlait, j'ai dit, bon, j'ai spécifiquement décidé que mon projet va être une étude synchronique de l'organisation sociale des Kayan d'une région particulière. Puis il est probable que je vais aller dans tel village. Il y avait suffisamment de documentation à Cambridge pour que je puisse établir qu'il y avait 3 villages importants. Celui-là était en amont des rapides du Bakun, qui était
une barrière sociale très importante, c'était des rapides très dangereux. Puis il me disait, c'est un bon endroit où être. Il a dit, c'est excellent. Capital. Et après, j'ai dit, bon, j'ai une bourse de recherche du Conseil des arts. À ce moment-là, le Conseil de recherche en sciences humaines n'était pas créé. Il a été créé pendant que j'étais à Bornéo. Puis ma bourse a été administrée à partir de ce moment-là par le CRSH. Je disais, ça me donne automatiquement 4 ans. Donc, j'avais 1 an à Cambridge. Puis donc, je compte faire un terrain de 2 ans. Ça semble excellent. Comme je suis là pour 2 ans, je vais également étudier la religion. Et ça, c'était tout. Il n'y avait pas d'autre préparation. Il ne m'a jamais dit, il faut apprendre le malais. Je l'ai appris. J'ai commencé à apprendre le hollandais, mais ça, j'ai dit ça va être plutôt pour plus tard. Et je me suis limité à ce moment-là à lire des travaux en allemand, écrits par des Hollandais, mais en allemand, sur les Caïns de l'autre région pour avoir des connaissances de la situation. Et puis après, je pense que j'avais passé 8 mois à Cambridge. J'en ai profité pour aller à Paris, pour rencontrer mon ami André Audricourt, l'ami de mon père qui était devenu mon ami, comte de Minas, que j'ai connu à ce moment-là. Là, je suis parti à Bornéo. Au départ, mes intérêts, quand je lisais la littérature, je voulais aller du côté indonésien de Bornéo, mais Leach m'a dit c'est absolument impossible. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans avant d'avoir un permis de recherche. Sarawak, ça va être beaucoup plus facile. Il dit il faut commencer maintenant. Et ça a pris 8 mois pour avoir mon permis, parce qu'il fallait commencer avec le ministère des Affaires étrangères à Kuala Lumpur, qui passait ensuite le dossier au service secret de l'armée à Kuala Lumpur. Et puis après, ils envoyaient ça au chief minister de Sarawak, qui donnait son aval. Puis là, ça passait au service secret à Sarawak. Et finalement, ça allait au musée de Sarawak, qui étaient les derniers à donner leur aval. Et eux, ils l'ont fait avec grand enthousiasme. Mais justement, il y avait eu tout ce processus-là. Et quand je suis arrivé à Kuching, la capitale de Sarawak, je me suis rendu compte, on m'avait dit qu'il y avait des étapes additionnelles. C'est-à-dire que sans le savoir, j'avais choisi d'aller dans une région qui était fermée, où les gens ne pouvaient pas voyager. Les indigènes voyageaient comme ils voulaient, mais même les gens de Sarawak n'avaient pas accès à cette région-là. Et la raison principale était que quelques années auparavant, il y avait eu une guerre entre la Malaisie et l'Indonésie. Et l'objet de cette guerre était justement les États de Sarawak et de Sabah, qui avaient été des États indépendants, qui ont été intégrés de force dans la Malaisie. Sarawak n'avait pas été une colonie avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un petit État indépendant. C'était un gentleman de l'East India Company qui avait fait sa fortune en Inde, qui a décidé qu'il voulait faire quelque chose d'important et d'utile. Il a décidé de s'attaquer aux pirates de la mer du Sud. Et pour ça, il est devenu le Raja de Sarawak. Le sultan de Brunei lui a donné un petit terrain et peu à peu, il a augmenté son terrain, mais il a créé un État qui n'était pas colonialiste à plusieurs points de vue. Il a empêché le développement de plantations. Il a sévèrement limité les missionnaires, en disant ils ont leur religion et puis il faut avoir une bonne raison. Il a permis à certains de venir parce que c'était l'esprit de l'époque. Et son successeur, à la fin du 19e siècle, a créé le musée de Sarawak, qui était le premier musée moderne d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Et ça donne une idée, dans somme, de l'atmosphère dans laquelle j'arrivais.
Et eux, ils étaient très intéressés à avoir quelqu'un travailler dans cette région-là. Alors, il a fallu que je passe à travers toute l'administration, en commençant par le bureau du Chief Minister. Après, je suis allé dans la 3e division de Sarawak, où j'ai vu le résident. Puis après, je suis monté à Kapit, qui est la rivière. La rivière s'appelle le Rejang, où j'étais. Elle change de nom après. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu très important dans la politique malaise plus tard, malaisienne. Et finalement, je me suis trouvé au bazar de Belaga, qui était une longue maison construite au 19e siècle par les Kayan, sur le modèle Kayan, mais occupée par des Chinois. Donc il y avait une vingtaine d'étals chinois. J'ai établi une relation avec un marchand en particulier. J'ai changé plus tard, mais ça c'est un détail. C'était la façon dont on faisait affaire. Et je suis allé faire un tour de la région. Il y avait un employé du musée qui parlait toutes les langues de la région qui m'a accompagné. Et on a fait le tour de tous les villages de la région. Et on est allé finalement au village de Umabawang, où je comptais m'établir. Ils ont dit d'accord, pas de problème. Et puis là, il m'a quitté. Et puis j'ai commencé mon travail. J'avais engagé quelqu'un, parce qu'il fallait que j'aie quelqu'un qui chasse et pêche, fasse la cuisine pour moi. Et j'ai été extrêmement chanceux. J'ai trouvé un jeune homme de 20 ans qui était l'un des 20 personnes qui pouvaient conduire un bateau à travers les barrages du Bakun. Moi, j'avais acheté un moteur, mais pas... Et les bateaux, je les empruntais. Alors, on mettait le moteur sur le bateau et on passait. Alors, c'est à cause de lui que ça a été très... J'ai eu un terrain qui était assez facile. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter des aspects matériels des choses. Il faisait la cuisine. Mais aussi, au point de vue social, j'étais dans une société où tout ce qui chassait, tout ce qui se pêchait, si c'était gros, il fallait que ça soit partagé. C'est évident que moi, j'aurais été absolument incapable de chasser les sangliers ou de capturer les poissons qui se trouvaient dans la rivière, des poissons de 2 mètres. C'était commun. Alors ça, automatiquement, il y avait une façon de les diviser. La tête allait au chef, une partie allait au chef, de la même façon pour les sangliers. Le sanglier, le chef avait toute la tête, et la tête, c'est énorme sur un sanglier, il avait un quart, tout le reste était divisé. Mais comme justement, j'avais un chasseur, puis c'était un jeune homme dans la force de l'âge, qui était un très bon chasseur, lui et moi, on formait une unité domestique. Puis finalement, à cause de lui, j'étais quelqu'un qui partageait la vie de tous les jours. Donc, le fait que j'étais absolument, totalement incapable de faire quoi que ce soit ne comptait pas parce qu'il était là pour le faire pour moi. Puis justement, quand on devait voyager, il était là pour voyager. Il y avait d'ailleurs un dispensaire qui se trouvait au village en amont, à quelques kilomètres. Et quand les gens étaient malades, ben justement, ils pouvaient venir me demander est-ce que Kirat pourrait m'amener au dispensaire, parce que justement, il y avait des rapides là aussi, il fallait quelqu'un qui connaisse voyager. Alors, ça me permettait d'être dans un système d'interaction sans qu'il y ait jamais d'échange d'argent. Alors ça a été un très bon départ, mais j'ai eu une chance additionnelle. Il y avait une longue maison à Bornéo, c'est divisé en appartements, et sur le devant, il y a une galerie qui sert en somme d'un endroit public pour voyager, puis après, de l'autre côté de la galerie, il y a un endroit pour travailler, qui est complètement ouvert. Et exactement au milieu de la maison, il y avait un appartement qui avait été abandonné temporairement. Et j'avais rencontré la personne qui en était le propriétaire, qui m'a dit « Oui, vous pouvez l'utiliser ». Et son frère parlait l'anglais à ce moment-là, j'avais pu établir ça. Donc, je pouvais avoir un appartement dans le village. Alors, d'une part, ça me donnait une certaine autonomie, mais aussi, j'étais dans le village même. Je n'avais pas besoin de demander qu'on me construise une hutte. Mais
D'ailleurs, cette façon de vivre au départ était tellement communautaire que moi, ayant été élevé dans une maison où j'avais eu ma chambre dès l'enfance, au départ, c'était un peu beaucoup. Ça m'a pris comme peut-être une semaine avant de me dire, oui, je sais, j'ai aucune vie privée. Et ça veut dire que les autres, eux, ils n'en ont pas non plus. Il y avait des fenêtres entre les appartements. Je pouvais voir ce que mes voisins faisaient et inversement. Je me dis, la première semaine, je trouvais ça un peu oppressant. Mais après coup, je me dis, ben voyons donc, pourquoi tu es là? Hein? Alors, c'est comme ça que j'ai commencé mon terrain. Au départ, je déteste mentir, absolument. J'ai dû donner un mensonge. Je me disais, bon, ben, tu parles malais, hein? Non. D'ailleurs, c'était pas entièrement un mensonge, c'était une exagération. Je le parlais très mal. Mais je ne voulais pas communiquer avec eux en malais parce qu'à ce moment-là, on y serait resté. Alors, j'ai expliqué dans mon mauvais malais que je ne parlais pas malais. Et puis, ils m'ont dit, OK, bon, on va apprendre le Kayan. Alors, je me suis mis à ça immédiatement. Mais une des questions qu'ils me posaient les premières semaines, quand je pouvais balbutier en Kayan, ils me disaient, mais pourquoi tu es ici? Donc j'expliquais, mais est-ce que tu es un missionnaire? Non, non, OK. Mais ta religion, c'est quoi? Et ma réponse au départ, c'était, oh, je ne parle pas le Kayan assez bien, il faudra attendre, je vous expliquerai ça plus tard. Et après environ 6 semaines, un homme assez âgé qui me pose la question encore. Ça avait été posé régulièrement. C'était déjà insistant. Quand il voulait savoir quelque chose, il reposait la question. Quand il voulait que je fasse quelque chose, ils insistaient. Comme par exemple, la seule chose que j'ai mangé comme eux, j'ai vécu comme eux, j'ai fumé, parce que tout le monde fumait, mais les enfants qui ne savaient pas parler fumaient déjà. La même chose que Clinton, je n'inhalais pas la fumée. Lui, c'était pour le marijuana. Mais j'aurais pas pu faire un terrain sans fumer, parce que c'était un lien pour la conversation. Je reviendrai à ça. Mais il y avait une chose que je voulais pas faire, c'était de manger des noix d'arec, parce que ça me rend malade. Et ça, ils l'ont jamais accepté en 2 ans. Chaque fois qu'ils étaient là, ils m'en offraient. Ils insistaient. Ils disaient, mais t'es un Kayan, maintenant tu devrais. Oui, mais ça me rend malade. Ben oui, mais c'est pas grave, ça. Alors, toujours est-il qu'après 6 semaines, on me pose la même question. Mais toi, ta religion, c'est quoi? Puis là, il dit, tu sais, viens pas lui dire que tu parles pas le Kayan. Tu parles le Kayan maintenant. Je dois dire que là où j'ouvre une parenthèse, quand on est avec des gens unilingues, on apprend facilement. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais à 19 ans. C'est comme ça que j'ai appris de façon bancale l'inuktitut. Il m'aurait fallu plus que 5 personnes pour m'épanouir, je pense. Mais c'est comme ça que j'ai appris le Kayan, qui était une langue facile à apprendre. Il dit, tu parles suffisamment bien le Kayan que tu peux l'expliquer. Alors, je me suis dit, okay, qu'est-ce que je vais dire? C'est important, là, ce qu'il me pose. Je lui ai dit, non, je ne peux pas mentir. C'est simplement, c'est pas une façon de vivre. Je me suis créé des ennemis dans ma vie, justement, parce que je ne voulais pas mentir. Mais j'ai dit, bon, j'en ai pas de religion. Mes parents en ont une, moi j'ai décidé que je ne voulais pas en avoir. Alors, il y a eu un long silence. J'étais dans un village qui avait refusé les missionnaires, qui ne voulaient pas rien savoir. Et je savais que la religion était très importante. Il y avait 5 prêtres dans le village et il y avait également des chamans dans tout le village. C'était 2 choses différentes. Les prêtres étudiaient plusieurs années avant de devenir prêtres. Alors, il y a eu un long silence. Puis ça a été très long silence pour moi. Je me disais, ouais, peut-être que j'aurais dû inventer quelque chose. Peut-être que j'ai en somme créé une situation impossible. Mais là, la réaction, ça a été « Ah!
t'es tellement chanceux. Moi, j'aimerais ça, pas avoir de religion, mais c'est pas possible. Je suis dans un environnement où il y a tellement d'esprit qu'il faut pratiquer une religion. Et ça, plus tard, il y a eu un bénéfice énorme du fait que je n'ai pas menti. J'ai découvert une chose que j'aurais jamais découverte auparavant, c'est qu'il y avait des agnostiques chez les Caïns. Dans chaque village, il y avait des hommes qui ne pratiquaient pas la religion. Et quand je dis des hommes, je dis spécifiquement des hommes, pas les femmes. Et ça, on y reviendra, il y a une raison fondamentale pour ça. Et la nouvelle que justement j'en étais un, quand j'arrivais dans d'autres villages, je rencontrais des gens qui s'assoyaient à côté de moi. Tu sais, moi aussi je suis comme toi. Et on parlait de ça, et j'ai découvert qu'il y avait eu des agnostiques à l'époque où les Caïns étaient eux-mêmes vraiment indépendants. Au 19e siècle, ce n'est pas un phénomène nouveau, ils me donnaient des noms, etc. Et essentiellement, l'idée était que si on se considère agnostique, on peut voir comment ça va marcher. Et si on ne tombe pas malade, si on n'a pas d'accident, à ce moment-là, on a en soi des âmes qui sont suffisamment bien accrochées à notre être que finalement les êtres surnaturels ne peuvent pas nous rendre malades. Et c'est purement une question pratique. Et j'étais un de ceux-là.